Bonjour à tous, bienvenue sur le journal du télétravail de Vurt Électronique, donc pour cette nouvelle édition. Donc j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Moi je m'appelle Étienne et donc je suis l'ingénieur d'application pour la connectique et je serai accompagné donc pendant la session de mon collègue Alexandre, donc aussi spécialiste en connectique et qui répondra donc à vos questions. Donc la session va durer environ 30 minutes. Donc vous pouvez poser donc vos questions tout au long de la session par l'interface que voici. Donc ceux qui ont un PC, ça va se présenter donc comme l'interface de gauche. Donc vous retrouvez l'onglet questions en dessous de l'audio. Et pour ceux donc qui ont une tablette iPad, vous retrouverez donc l'onglet questions en haut à droite avec le point d'interrogation. Donc n'hésitez pas à vous poser vos questions tout au long. Et puis à la fin de la session, donc on partagera des questions qui pourraient être aussi intéressantes pour l'ensemble des participants. Donc si toutefois nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer un email sur isos-france@we-online.com ou prendre contact avec votre commercial habituel et on établira donc un rendez-vous avec vous par téléphone dans un premier temps. Voilà, donc une fois que la session est terminée, donc vous aurez un petit formulaire de satisfaction donc à remplir pour vous nous laisser donc votre avis et vos remarques qui seront les bienvenues. Et ensuite, donc toute cette session donc sera enregistrée et disponible donc en replay sur le même lien sur lequel vous êtes inscrit pour cette session. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur la page LinkedIn. Donc de nouveaux événements donc, sont prévus pour les semaines à venir. Donc vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous suivre et donc on s'en réjouit. Alors aujourd'hui, on va parler donc de l'optimisation de l'implantation donc d'un connecteur SMA sur PCB, donc pour les signaux haute fréquence. Donc ça va être, on va faire toute notre étude sur des connecteurs SMA. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourra aussi convenir avec des connecteurs coax d'autres types. Et on va plus particulièrement donc parler de vraiment du point critique donc de l'implantation du connecteur. Donc vous êtes déjà peut-être spécialiste de l'ARF et habitué à designer donc des PCB donc pour de l'ARF. Et aujourd'hui donc on veut vraiment mettre l'accent sur le design spécifique autour du connecteur. Donc c'est un point critique parce que c'est à ce niveau-là où on peut observer finalement des ruptures d'impédance caractéristiques donc possibles. Et du coup, dans cette formation, donc, on va parler, on va redéfinir aussi ce qu'est l'impédance caractéristique et plus particulièrement, on va voir comment elle peut varier finalement, ou comment on peut la faire aussi varier et l'adapter sur un PCB et aussi au niveau du connecteur coax, notamment donc au niveau des pins à souder sur le PCB. Ensuite, donc, on parlera aussi des paramètres S, donc, des différentes pertes et ratios qu'on peut trouver sur nos datasheets. Et je vous expliquerai donc comment on peut les interpréter. Et ensuite, on parlera aussi donc du TDR pour faire finalement donc c'est Time Domain Reflectometry pour faire finalement les mesures de rupture d'impédance, voir finalement où l'impédance va changer et voir comment on peut améliorer tout ça. Ensuite, donc, je vous proposerai aussi des améliorations de design et qu'on simulera finalement avec notre outil de simulation. Donc, ça va être une formation qui est quand même relativement courte, donc 30 minutes pour voir tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on ne pourra pas aller dans tous les détails, mais c'est de vous faire comprendre aussi un peu comment ça fonctionne. Et après, si vous avez besoin de plus de détails, on pourra en reparler lors d'entretiens personnalisés. Voilà, donc tout d'abord, on va parler donc de l'impédance caractéristique. Alors, si on fait une analogie, par exemple, avec la lumière ou même les ondes sonores, par exemple, ou autres ondes électromagnétiques, donc l'impédance caractéristique, c'est un peu comme la perméabilité du milieu pour une onde, pour la lumière, par exemple. Donc finalement, quand la lumière va changer de milieu, donc au point où elle passe, par exemple, de l'air au vert, on va avoir du coup une réflexion, donc il y a une onde qui va revenir dans le sens inverse, et du coup il y aura une perte d'énergie, et le signal de lumière par exemple qui est transmis de l'autre côté ne sera pas complètement identique à celui qui avait été émis. Alors pour les signaux donc transmis dans une ligne donc de transmission,
Et ben, le milieu, ça va être l'impédance caractéristique. Donc, par exemple, quand on a une rupture d'impédance, quand on va changer l'impédance, par exemple, passer de 50 à 48 ohms, et ben, on va avoir une réflexion. Donc, c'est ce qu'on peut observer là, une réflexion, donc une perte d'énergie aussi, et du coup, le signal ne sera pas aussi bon que celui qui avait été émis. Donc, idéalement, si l'impédance caractéristique est égale du coup à l'impédance de la source et l'impédance de la charge, sur tout le long de la ligne, on n'aurait finalement aucune perte de réflexion. Mais comme ce n'est jamais le cas dans la réalité, on a du coup à ces ruptures d'impédance, on a un retour d'onde et du coup des pertes liées à la réflexion. Alors, l'impédance caractéristique, donc idéalement, en fait, c'est l'impédance qu'on pourrait mesurer finalement entre deux lignes infinies. Après, donc, dans la réalité, il y a des pertes et donc c'est modélisé par ce schéma où on voit finalement donc, la résistance et la conductance qui modélisent donc les pertes et ensuite donc l'inductance et la capacité entre la ligne de signal par exemple et le plan de masse. Au niveau de la formule, donc là l'idée c'est pas de rentrer trop dans les détails, c'est juste de comprendre un peu ce qu'on pourra en faire et comment on pourra faire varier finalement l'impédance caractéristique. Donc elle est égale à la racine donc de R plus J oméga fois L, donc c'est la résistance et là c'est l'inductance, et oméga donc c'est la pulsation qui dépend de la fréquence. Et finalement quand donc divisé par G plus J oméga fois C, donc ce qu'on peut observer c'est que nous on va parler donc des hautes fréquences, donc des pulsations hautes, et du coup J oméga L et J oméga C, enfin plutôt R et G vont devenir négligeables devant, devant la partie inductance et capacité. Et si on simplifie la formule, du coup l'impédance caractéristique est égale à la racine de L sur C. Alors dans le cas de notre étude, donc sur des câbles et sur des pistes de PCB, finalement il n'y a pas de bobine, donc on va considérer que l'inductance ne varie pas, donc on va se focaliser sur la capacité. Et par exemple sur le PCB, donc on peut estimer finalement que ça correspond à la capacité d'un condensateur plan. Donc la formule, c'est la capacité est égale à la permittivité diélectrique fois donc la surface des composants, enfin des lignes, on va dire, qui sont en parallèle, divisé donc par la distance. Donc ce qui est important de retenir de cette formule, c'est que finalement, pour faire varier l'impédance, donc quand on augmente la distance, par exemple, entre la ligne de signal et le plan de masse, on va augmenter l'impédance caractéristique. Et quand on augmente donc soit la surface, donc par exemple la largeur de piste, on va diminuer l'impédance, ou quand on augmente donc la permittivité diélectrique, pardon, on va diminuer l'impédance caractéristique. Alors, nous, quand on va faire une optimisation juste sur un point du PCB, on va pas changer on va pas changer le matériau spécifiquement là où on va intégrer le connecteur. Donc, en fait, on va plutôt se focaliser sur la distance et la surface, donc la largeur des pistes, par exemple, ou la largeur des contacts, et du coup la distance entre les plans de masse et la piste de signal. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que si on augmente, pour garder une impédance identique, si on augmente la distance, il faudra aussi augmenter la surface, par exemple, pour compenser. Ou si on augmente la surface, il faudra aussi augmenter la distance. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que ça implique au niveau donc des PCB. Donc là, le but, c'est pas d'entrer dans les détails, mais c'est de voir rapidement ce que ça peut impliquer pour notre design. Donc déjà, on va avoir des différences si on utilise par exemple du 2 couches ou du 4 couches, parce que tout simplement, la distance entre la piste de signal et le plan de masse ne va pas être la même. Donc du coup, il faudra compenser avec une largeur de piste plus importante. Donc on a dit, il y a aussi le diélectrique qui va être important. Donc ça, après, il y a nous, notre étude, on va rester sur le même matériau, ce sera du FR4 pour comparer finalement les différences de design. Mais après, c'est vrai qu'on peut le faire varier, par exemple avec du Rogers, du FR2, etc., qui seront des matériaux adaptés aussi au type de fréquence. Au niveau des structures de PCB, donc on va
on va limiter notre étude à 2 structures qui sont quand même les plus courantes. Donc ça va être la microstrip d'un côté et le coplanaire avec plan de masse de l'autre. Donc la microstrip, c'est tout simplement donc sur une couche, donc on a la piste du signal et sur la deuxième couche, on va avoir donc le plan de masse. Donc souvent, c'est plutôt adapté à du 2 couches avec donc une distance un peu plus importante et du coup une largeur de piste aussi plus importante. Le coplanaire avec plan de masse, donc lui, on pourra aussi l'utiliser plus souvent du coup avec du 4 couches, donc avec une distance plus petite. Et puis du fait qu'il y ait les 2 coplanaires donc de plan de masse qui peuvent être proches du coup de la piste du milieu, on pourra finalement rapprocher la distance et du coup limiter la surface, limiter la largeur de piste. On en reparlera plus dans les détails. Voilà, donc ce qui est important aussi à se rappeler, c'est que finalement, grâce au coplanaire, aux 2 coplanaires et puis du coup la possibilité d'avoir des distances assez proches, on a du coup on arrive à avoir moins de rayonnement, donc il y a un meilleur blindage entre guillemets, et le microstrip du coup, lui, aura plus de rayonnement. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir du coup pour nos optimisations, c'est que pour le microstrip, on va jouer donc surtout sur la largeur de piste, parce que du coup la hauteur, elle sera déterminée, enfin la distance entre les deux sera déterminée donc par l'épaisseur, alors que sur le coplanaire, on peut jouer du coup avec la distance entre le coplanaire, les coplanaires et la piste du milieu, et du coup on pourra aussi jouer sur la largeur de piste, donc il y aura plus de modularité possible. Alors, au niveau de l'impédance caractéristique, donc au niveau des coax, donc on va regarder rapidement les connecteurs, donc les différents types et ce que ça peut impliquer. Donc déjà, pour un coax, donc on va être dans une configuration circulaire, mais finalement, il y a un peu la même logique que pour un condensateur plan, c'est-à-dire que l'impédance caractéristique va évoluer en fonction donc, de la distance entre le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. C'est pour ça que dans la formule, vous avez le log de D sur D, grand D sur petit d. Et donc ça va changer à la fois la distance et à la fois la surface d'échange, et donc l'effet capacitif. Et enfin, donc, on aura aussi la possibilité de jouer donc, sur la permittivité diélectrique. Donc après ça va être la conception de notre produit. Donc nous, on va utiliser plutôt du téflon, qui a une très bonne permittivité diélectrique. Voilà, donc au niveau du design, rapidement, juste pour que vous compreniez bien, donc nous, on va insérer donc, le contact central au milieu, donc il sera isolé complètement par soit du téflon, soit de l'air, par exemple, à ce niveau-là. Et du coup, pour maintenir tout ça, on va prévoir des petites nervures, mais c'est vrai que chaque nervure va potentiellement changer l'impédance caractéristique. Donc, ça, c'est des designs qui sont assez complexes et du coup, on va essayer de l'affiner au maximum. Au niveau de nos connecteurs, donc on a plusieurs possibilités. On a les connecteurs donc traversants qui sont assez standards, des connecteurs par exemple CMS, et on va avoir donc le connecteur bord de carte qui va s'insérer sur le bord de la carte, qui est le connecteur qu'on va recommander le plus pour de la haute fréquence, parce que tout simplement, il est dans la prolongation finalement de la piste du PCB, donc il n'y a pas de cassure au niveau de l'angle. Le contact va directement être soudé donc horizontalement sur la piste, donc il est plutôt facile à designer pour améliorer du coup la transmission de signal. Donc on va se borner finalement à étudier ce connecteur-là. Après, si vous n'avez pas des fréquences élevées ou si vous n'avez pas besoin d'une qualité de transmission de signal aussi fine, vous pouvez utiliser par exemple celui-là qui est aussi beaucoup utilisé et qui a l'avantage d'être très simple en pose et en soudure. Je fais une petite pause et je regarde, il est 11h15, donc on est bien, on continue. Voilà, donc au niveau de nos connecteurs, donc bord de carte, on va avoir deux possibilités. On va avoir les connecteurs donc, avec un contact long, rond et puis un peu plus gros que la version flat tab. Donc c'est un contact qui est plat et très fin. Donc le blend post, il va avoir l'avantage d'être plus facile à souder puis d'avoir une tenue mécanique du contact un peu plus importante, parce qu'il y aura une plus grande surface de soudure. Par contre, c'est vrai que ce contact plat,
quand on parlait justement des ruptures d'impédance caractéristiques, et ben c'est typiquement un connecteur qui est adapté justement pour la haute fréquence, et on verra tout de suite après, du coup, je vais enchaîner là-dessus, sur donc le connecteur avec un contact plat, le flat tab, il va être donc adapté à des petites pistes, à des fines pistes, du 4 couches, et puis du coplanaire. Donc ça, c'est plutôt une solution, on va dire, idéale pour les hautes fréquences. Surtout, voilà, quand vous avez besoin de transmettre avec peu de rayonnement un signal à haute fréquence. Et le blend post, donc, il va être plutôt adapté à des pistes plus larges, du fait aussi de la largeur de son contact, plutôt du 2 couches et du coup en microstrip. Voilà, alors avant de parler des optimisations, on va déjà bien comprendre aussi ce que sont donc les reflection loss, les insertion loss, donc c'est les paramètres ES. On parle aussi de VSWR, donc c'est un ratio qui nous permet de mesurer aussi du coup les reflection loss. Je vais vous expliquer tout ça. Et on parlera aussi donc du TDR pour mesurer donc les ruptures d'impédance. Donc comme on l'a dit, quand on fait passer donc un signal dans une ligne de transmission, quand il y a une rupture d'impédance, on peut avoir donc de la réflexion et du coup une atténuation. Donc on parle d'insertion loss. Alors au niveau de nos connecteurs, peu importe le design, quand vous avez une finition, une qualité de finition identique, et ben finalement vous allez avoir tout le temps les mêmes insertion loss ou les VSWR pour notre gamme. Donc, que ce soit finalement des connecteurs traversants ou des bords de carte, vous aurez toujours donc un 2 ou un 4 en fonction de la fréquence. Donc ça va permettre de déterminer les reflection loss. Et pour les insertion loss, on va être entre 0,14 et 0,2 en fonction de la fréquence. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, les paramètres S, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, donc les S11 ou les S21. Donc le S11, ça va nous permettre de mesurer donc les pertes dues à la réflexion. Donc en fait, on fait partir un signal de la source et on va mesurer au même endroit à la source finalement les retours d'onde, donc les réflexions. Le S21, donc on va envoyer un signal de la source et on va mesurer donc à la source et à la charge finalement pour voir qu'est-ce qu'on a perdu. Donc ça sera les pertes globales. Ça, je vous en ai déjà parlé pour la réflexion. Alors, au niveau des réflexions, donc il y a deux façons de les mesurer. Donc on va avoir soit donc les reflection loss exprimés en dB, c'est ce qu'on va voir sur nos appareils de mesure. Donc je vous laisse voir donc ici la formule. Et donc là, on va mesurer finalement les pertes de réflexion. Donc en fait, on va mesurer les pertes de réflexion. Donc plus RL est important, c'est-à-dire moins il y a eu de réflexion, moins il y a eu de pertes, donc il n'y a pas eu de retour à la source. Donc ça veut dire que le signal sera bon. Pour le VSWR, c'est l'inverse, c'est-à-dire, on le voit d'ailleurs au niveau de la formule, c'est-à-dire que plus le ratio est faible, donc plus ça veut dire que il n'y a pas eu de réflexion et du coup que la transmission de signal est bonne. Pour vous récapituler tout ça, c'est peut-être plus simple avec le tableau. Donc le VSWR, donc c'est le ratio 1, et donc là, ça veut dire que les pertes, il n'y a pas eu du tout de pertes. Oui, pardon. Étienne, excuse-moi, je t'interromps, c'est Alexandre. J'ai deux, trois questions qui ils Ouais. disent qu'ils n'entendent plus. Ah d'accord. Est-ce que vous pouvez juste me répondre simplement, est-ce que vous entendez en fait? Si vous pouviez juste me dire oui, j'entends, tout est normal, ça veut dire qu'il y aurait juste une ou deux personnes qui seraient concernées. Ce serait dommage Ah, ok, bon, Ouais, bah, il y a plusieurs personnes qui me répondent oui. Ok, parfait. d'accord. Merci et je suis désolé, Étienne, je te laisse reprendre. À Pas bientôt. de souci. À tout à l'heure. Euh, donc voilà, pour vous dire par rapport à ces ratios, donc ce qui est important, voilà, c'est deux façons de les mesurer. Donc dans nos datasheets, on aura le ratio, donc il faudra être le plus près de 1.
et quand on dépasse les 1,4, donc ça commence à être pas terrible. Et sur nos appareils de mesure, sur les graphiques qu'on pourra voir plus tard, on va plutôt les exprimer donc en return loss. Donc là, plus on est élevé et du coup, moins ça veut dire qu'il y a de retour. Au niveau des insertion loss, donc qui sont exprimés en dB sur notre datasheet, donc là, ça va mesurer l'ensemble des pertes, donc qui entre la source finalement et la charge. Donc ça va donc indiquer les pertes liées à la réflexion, qu'on a déjà vu précédemment, mais aussi donc au rayonnement, à l'absorption donc dans le diélectrique et les pertes par effet Joule, parce que finalement on fait passer un signal électrique dans des conducteurs. Donc la formule, elle est là. Je ne vais pas la commenter, je vais juste finalement, on peut en déduire que plus ces pertes-là seront faibles et meilleure sera la transmission de signal. Voilà, donc c'est pour ça que sur notre datasheet, il faut interpréter les choses de cette manière. Donc ici on a 1,2, donc le top c'est 1, pareil pour 1,4, et 0,14 donc, et 0,2. Donc là, le top, c'est d'être le plus proche finalement de 0, c'est-à-dire le plus faible possible. Alors pourquoi on a dit que finalement, ça, c'était des valeurs que vous allez retrouver sur l'ensemble un peu de nos connecteurs, on va dire, haut de gamme, jusqu'à du 18 GHz. Pourquoi? Donc c'est parce que finalement, à l'intérieur du connecteur, donc la construction a été faite pour minimiser finalement les ruptures d'impédance. Et puis parce que tout simplement, quand on mesure ces ratios et ces pertes sur nos connecteurs, on le fait sans PCB. Donc ça, c'est normal parce qu'en fait, on ne peut pas le faire. Il y a plusieurs designs de PCB possibles. Et du coup, pour pouvoir aussi comparer nos produits, par exemple, avec d'autres, il y a un standard finalement de test qui est celui-ci. Et du coup, on ne vient pas prendre en compte l'effet capacitif, par exemple, des contacts, et puis de la soudure et puis les ruptures possibles avec le PCB. Voilà, donc voilà pour l'explication. Et maintenant, en fait, l'idée, ça va être d'optimiser donc le design du PCB pour arriver au plus proche de ces valeurs de la datasheet. Alors, pour mesurer du coup ces ruptures d'impédance, on a parlé donc du time domain reflectrométrie. Donc en fait, le système, il est assez simple, c'est-à-dire qu'on va avoir donc le device under test, ça va être donc le connecteur donc intégré sur un PCB. Et du coup, on va envoyer donc des pulsations, des impulsions, pardon, et on va mesurer finalement, donc ce sera juste une impulsion, et on va mesurer donc le temps et puis l'amplitude laquelle elle revient à la source. Donc ça va nous permettre d'avoir des graphiques un peu de ce type-là, donc l'impédance en fonction du temps. Et du coup, on va voir s'il y a plusieurs ruptures, on peut le voir sur ce graphique-là, et surtout où elles se situent. Voilà, alors au niveau des améliorations de design qu'on va tester dans nos simulations, donc la première, c'est peut-être une que vous connaissez déjà, donc c'est notamment pour le coplanaire avec plan de masse, c'est de designer finalement une rangée de via qui vont déjà permettre d'avoir les plans de masse coplanaires avec le plan de masse qui est en dessous, donc tout le temps au même potentiel, et finalement d'améliorer le blindage quelque part du signal en empêchant justement un rayonnement à travers les vias, comme on peut le voir ici sur le graphique. Alors, pour y arriver, du coup, il faut respecter une certaine distance entre les vias, qui va dépendre du coup de la longueur d'onde et de la fréquence. Alors, ce qu'on dit, c'est que faut que la distance soit entre 1/10 et 1/20 de la longueur d'onde. Sinon, il y a aussi une autre méthode qui est souvent utilisée, c'est d'avoir finalement 4 fois la distance entre le coplanaire et la piste de signal, donc minimum, enfin maximum, pardon. Ensuite, au niveau du design précis du connecteur, par exemple dans le cas d'une microstrip, où on a des pistes de signal assez larges, quand on va arriver finalement au niveau du connecteur, il va falloir compenser l'effet capacitif finalement de la pastille et des contacts de masse. Et du coup, comme finalement les contacts et la pastille vont augmenter la surface, du coup, pour compenser, il faudra qu'on augmente la distance
entre la piste centrale et la pastille, par exemple, et du plan de masse. Donc, comme on a augmenté finalement l'effet capacitif avec les contacts, eh ben, il va falloir augmenter la distance pour compenser. Et ce qu'on préconise, nous, c'est de le faire de la façon la plus douce possible, parce que dès que vous avez des modifications de largeur un peu brutes, en fait, on augmente considérablement les ruptures d'impédance. Rapidement, ce que je vois quand même que le temps tourne. Au niveau donc par exemple des coplanaires avec plan de masse, donc là on a plutôt adapté pour des pistes qui sont assez fines. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, une fois qu'on va arriver au niveau du contact, donc on va augmenter finalement la surface d'échange, on va dire, l'effet capacitif. Et du coup, pour compenser cela, c'est pareil, il faut augmenter la distance pour stabiliser, on va dire, l'impédance caractéristique. Il y a une autre technique qui s'appelle en anglais donc d'effective ground structure, donc c'est de faire une découpe sur le plan de masse donc inférieur. Donc pareil, pour compenser finalement l'effet capacitif du contact central, on va pouvoir faire une petite découpe qui va permettre de compenser. Et c'est aussi vrai par exemple pour un contact traversant. Alors là c'est un connecteur pardon, CMS, mais qui va être traversant, donc qui est vertical par rapport au PCB. Et du coup, là, le contact central a un effet capacitif. Et du coup, pour compenser cela, on va sur le plan de masse qui est dessous, on le voit un petit peu, c'est pas évident. Donc il y a l'isolant hein, entre les deux, mais dessous, on va mettre finalement, on va faire une petite découpe pour compenser. Donc voilà un peu les quatre optimisations qu'on peut faire. Et ce que je vous propose là, ce qu'on va faire, c'est des simulations pour voir un peu quelle perte on peut avoir et quelle rupture d'impédance on peut avoir en fonction des designs et les améliorations donc possibles. Voilà, donc on va tester ces trois connecteurs là. Donc ça va être deux connecteurs identiques donc qui vont s'insérer sur le côté avec un contact rond, un contact plat pour voir aussi la différence entre les deux. Et puis ça, c'est un autre connecteur qui va s'insérer, donc qui sera toujours en bord de carte, mais il aura l'avantage de s'insérer par le dessus, je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour chacun de ces connecteurs et chacun de ces designs, on va pouvoir mesurer du coup le TDR, et donc c'est l'impédance en fonction du temps, et voir s'il y a plusieurs ruptures d'impédance et l'amplitude aussi du coup de ces ruptures, de ces impédances, la variation de ces impédances. Et enfin, donc, on aura un autre graphique à chaque fois qui mesure, donc ça c'est le paramètre S11, c'est-à-dire qu'on va mesurer donc, les pertes liées aux réflexions. Donc ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'en dB, les pertes liées aux réflexions, il faut qu'elles soient le plus grandes possible. C'est-à-dire il faut qu'on soit supérieur à 20 dB. Et 20 dB, ça correspond en termes de VSWR à 1,2 et 1,4 à ce niveau-là. Donc en fait, ça, cette courbe-là, c'est les pertes de notre connecteur, on va dire, maximal brut. Et du coup, nous, on va essayer d'être en dessous avec nos designs. Alors, le premier test qu'on va pouvoir faire, donc ça va être le test avec ce fameux connecteur donc, qui est bord de carte, mais qui s'insère par le dessus. Donc, sur un PCB qui est assez épais, donc de 2,8, ça va être du 2 couches et du microstrip. Alors, ce connecteur, donc, je vous ai mis une petite photo un peu plus grande. Donc, on voit là les deux pins pour lesquels il faudra prévoir donc, pour chacun un via, donc qui vont être traversants. Et le contact central va être aussi posé finalement sur la piste de signal. Du coup, il s'insère par le dessus, donc il y a un petit avantage, on n'a pas besoin de l'insérer par le côté en termes de pose. Au niveau de la datasheet, alors nous, comme on ne connaît pas forcément le design de votre PCB, ça va être une empreinte assez brute, il n'y aura pas toutes les optimisations, mais on aura du coup les deux vias qu'on peut voir à ce niveau-là, plus la pastille pour le contact central. Et on va faire 3 tests sur 3 designs un peu différents. Donc c'est un design brut tel qu'on le préconise dans notre datasheet, un design avec une petite amélioration, je vous l'expliquerai, et puis après un design optimisé. Donc le premier design, c'est le design de la datasheet. On voit le plan de masse dessous. Du coup, on voit les pins qui dépassent à travers le via. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe quand même
pas mal du coup de rayonnement à ce niveau-là, donc pas mal de pertes. Et si on fait tourner du coup au niveau de la simulation notre PCB, on observe aussi un rayonnement sur le plan de masse. Et en fait, si on revient un petit peu en arrière, le problème, c'est que du côté du plan de masse, notre connecteur n'est pas directement est relié par les vias, mais à ce niveau-là, le boîtier du connecteur n'est pas directement connecté finalement au plan de masse. On peut avoir une épaisseur aussi d'isolant. On voit qu'il y a pas mal de ruptures d'impédance. Là, c'est le TDR. Donc, on en voit plusieurs avec des amplitudes assez fortes. Donc, on dépasse même les 54 ohms. Et à partir de 6 GHz, on observe du coup des pertes liées à la réflexion. Alors, on va essayer de faire le même test. Je regarde l'heure, 11h30. Ouais, c'est bon, on va dépasser un petit peu, mais on n'est pas loin de la fin. On va faire donc le même test, mais là, en rajoutant donc du coup des pastilles autour du via qui vont aller jusqu'au boîtier du connecteur, jusqu'au corps du connecteur là. Et pareil sur le plan de masse, on rajoute une pastille où du coup on pourra mettre des points de soudure à ce niveau-là, enfin même une soudure tout le long de la pastille, pour s'assurer qu'il y ait vraiment une bonne connexion entre le connecteur avec les différents, enfin avec le plan de masse. Et du coup limiter le rayonnement. Par contre, vous voyez qu'en ayant rajouté ces pastilles, on n'a pas du tout cherché à améliorer le design du PCB. Et là, on se retrouve quand même assez proche avec une coupure un peu brute. Et du coup, alors on a toujours autant de pertes, mais par contre, on n'observe plus ce rayonnement sur le plan de masse. Mais par contre, on observe toujours quand même une grosse rupture d'impédance et des pertes de réflexion qui sont encore importantes. Alors, pour compenser du coup cette rupture et éviter ces pertes, donc on va faire la même chose maintenant, donc avec toujours les pastilles de part et d'autre. Et là, on ne l'a pas designé, mais du coup, la soudure vraiment tout au long du contact. Et ici, une soudure propre et continue ici. Et du coup, on va faire cette fameuse adaptation, c'est-à-dire qu'on va adoucir du coup le changement de largeur et surtout, on va respecter une distance un peu plus grande pour compenser l'effet capacitif. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà beaucoup moins de rayonnement. Là, on en voit un petit peu à ce niveau-là. Et puis surtout, on voit qu'il y a une amplitude de rupture d'impédance qui est beaucoup plus faible, avec des pertes liées à la réflexion qui sont beaucoup moins importantes. On est pratiquement finalement dans les données du catalogue. Alors ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que le 2 couches microstrip, c'était pas forcément le top pour les hautes fréquences. Donc on va faire un autre test là, avec donc du 4 couches en coplanaire, et on va tester en simulation finalement deux possibilités, deux connecteurs différents, donc un avec un contact plat et l'autre avec un contact long et rond. Au niveau du design, donc on a mis un petit peu plus d'optimisation, on a mis les rangées de via. On a fait du coup cette petite adaptation donc là sur le plan de masse pour compenser l'effet capacitif du contact. On l'a fait de part et d'autre, donc là il est obligé d'être plus important parce que le contact est plus rond. Et on a bien mis donc des pastilles tout au long finalement du corps du connecteur avec, vous voyez, une soudure propre et continue. Alors sur le flat tab, sur le petit contact plat, donc on voit là la pastille aussi sur le plan de masse, on observe que finalement là on a très peu de rayonnement, des amplitudes de rupture, enfin d'impédance qui sont beaucoup plus faibles. On reste entre 48 et 52 ohms. Et surtout, on est bien en dessous finalement des pertes reflection loss même du catalogue. Après, donc on fait donc la même expérience de simulation avec donc le connecteur à contact long. Donc pareil, les vias, les pastilles, la soudure propre et continue. Et là, on observe quand même un petit peu plus donc de pertes. On le voit là en rouge. Avec
donc on voit quand même une rupture d'impédance qui est plus importante. On est passé en dessous des 48 et du coup un petit peu plus de pertes. On n'est pas aussi propre que tout à l'heure, mais quand même on reste en dessous des données on a des meilleures données finalement que celles du catalogue. Voilà, donc pour résumer finalement, si vous cherchez vraiment à optimiser la transmission de signal sur des fréquences hautes, le connecteur qui sera le plus approprié, ça va être le flat tab, donc qui va s'insérer sur le côté, en mettant bien des pastilles pour chaque contact de masse. Idéalement, donc, c'est de prévoir du coup des rangées de via avec un coplanaire, une piste fine qui soit de la même largeur que le contact central et faire une petite adaptation au niveau des plans de masse pour compenser l'effet capacitif du contact. Voilà, et ben écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai fini de ma présentation. Alors là, vous avez sûrement des applications qui pourraient aussi être intéressantes, on pourra en discuter, donc n'hésitez pas à nous recontacter par la suite. Et puis, je laisse la parole tout de suite à mon collègue Alexandre pour d'éventuelles questions. Rebonjour, c'est moi qui ai interrompu la session tout à l'heure. Alors, en premier lieu, je suis désolé, il y a eu quelques interruptions de son. J'ai eu beaucoup d'interventions là-dessus. Problème de réseau, j'avoue que je ne sais pas trop, c'est la première fois que ça arrive. On s'en excuse. Alors, j'ai 2-3 questions pour l'instant. La première, c'est quelles sont les épaisseurs de PCB qu'on peut avoir pour ces connecteurs-là? Alors, c'est des PCB qui peuvent aller de 1,1 à 2,8. Peut-être que tu l'as dit déjà, Étienne. Évidemment, ça Non. dépend du type de connecteur, mais dans notre catalogue, on peut aller de 1,1 à 2,8 et tous les conseils que vous avez entendus aujourd'hui sont applicables pour toutes ces épaisseurs-là. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors oui, j'en ai une autre au cours de la présentation. C'est bon, tu as un peu répondu quand même, Étienne, tout de suite, mais je vais quand même le redire. C'est pourquoi le 4 couches est plus adapté pour les hautes fréquences avec des pertes moindres. Alors, c'est ce qu'on a dit pendant la présentation. Donc, le plan de masse étant plus près du signal, donc on peut avoir une piste pour travailler l'effet capacitif et la perte d'impédance et limiter la perte d'impédance. On peut avoir une piste un peu plus petite que quand on a 2 couches. Et de ce fait-là, on peut prendre un flat tab, donc la petite pine plate, qui est plus adaptée pour les hautes fréquences parce qu'elle est dans la ligne droite de la pine femelle qui est derrière. Voilà. Alors, ça, c'était les 2 questions. J'espère que vous avez compris les réponses. Je regarde s'il y en a d'autres. Alors, c'est à vous. Pour l'instant, on a des commentaires assez sympathiques des auditeurs, ce qui est plutôt gentil. Alors, j'ai pas d'autres questions. Donc, si jamais vous avez des choses, c'est maintenant. On va mettre en replay la session. Ça a été une question du départ. Est-ce qu'on pourra avoir accès aux slides? Donc, ça va être accès en replay dès la fin de l'émission. Alors, à 1 ou 2 heures près, regardez peut-être cet après-midi, le temps que ça s'installe. Et puis voilà. Donc, vous aurez tous les commentaires. Et pour ceux pour lesquels le son a été coupé, vous aurez accès à tous les commentaires. Voilà, j'ai pas d'autres questions, à part encore 2-3 commentaires sympathiques dont je vous remercie. C'est très gentil. Voilà, je repasse les questions à Étienne pour la conclusion. À Ok, bientôt. eh ben, merci beaucoup Alexandre. Alors je voulais juste rebondir. Oui, effectivement, vous aurez le replay et en plus, si vous le souhaitez, on peut vous transmettre aussi les slides, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à nous les demander. Donc pour aujourd'hui, donc c'est terminé. Maintenant, il y aura encore une session donc vendredi prochain à 11 heures. Et à partir donc de la semaine prochaine, vous aurez des nouveaux formats donc un peu plus courts. Donc on va communiquer très rapidement sur LinkedIn et vous retrouverez de toute façon tous les événements sur le même lien que vous avez utilisé pour vous inscrire. Toutefois, si vous avez besoin donc de sessions particulières, de webinars particuliers privés, donc on peut le faire sans problème, que ça soit avec, vous passez par votre commercial ou vous nous contactez par l'adresse
que je vous avais données. Donc nos commerciaux aussi sont vraiment disponibles tout le long du confinement pour répondre à vos questions sur n'importe quel produit. Et puis, donc voilà, la session se termine. N'hésitez pas donc à remplir le formulaire de satisfaction. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt, du coup, pour de nouvelles sessions. Merci, bonne journée. Au revoir.